La lumière dorée d'un après-midi de juin inondait la petite suite nuptiale où Catherine se préparait. Un parfum délicat de pivoine et de rose flottait dans l'air, se mêlant aux rires étouffés de sa mère et de Chloé, sa témoin et amie de toujours. Dans le grand miroir, son reflet lui renvoyait l'image d'une femme au seuil du bonheur. Sa robe, d'une simplicité exquise, dessinait ses formes avec une grâce infinie, et le voile léger, retenu par un peigne de perles, attendait d'être délicatement posé sur ses cheveux châtains. Chaque détail était une promesse, chaque battement de son cœur murmurait le nom d'Ambroise. Ambroise, son amour, son futur mari. Dans quelques instants, elle le rejoindrait devant l'hôtel fleuri du domaine de Valombre, ce lieu qu'ils avaient choisi ensemble, comme un écrin pour leur amour. Une vague de tendresse la submergea. Leur amour, si fort, si évident. Elle ferma les yeux un instant, savourant cette plénitude. La musique douce des violons commença à égrener ses notes dans le parc. C'était le signal. Sa mère, les yeux brillants d'émotion, déposa un baiser sur son front. « Tu es magnifique, ma chérie. Sois heureuse. » Chloé lui adressa un clin d'œil complice, lui tendant son petit bouquet de fleurs sauvages. « Prête pour le grand saut ?» Catherine inspira profondément, un sourire radieux illuminant son visage. Plus que prête. Le chemin jusqu'à l'allée centrale sembla irréel. Les invités étaient tous là, leurs visages tournés vers elle, bienveillants. Et tout au bout, Ambroise. Il était encore plus beau que dans ses souvenirs, dans son costume sombre qui contrastait avec la blancheur éclatante des arrangements floraux. Leurs regards se croisèrent, une étincelle passa, une promesse silencieuse de bonheur éternel. Elle s'avança lentement, son bras glissé dans celui de son père, son cœur débordant d'une joie presque douloureuse tant elle était intense. Le soleil filtrait à travers les grands chênes centenaires, créant une atmosphère féerique. C'était parfait. Absolument parfait. Elle arrivait presque à la hauteur d'Ambroise lorsque la perturbation commença. Une voix. Une voix forte, stridente, qui déchira soudain le silence respectueux. Arrêtez tout. N'allez pas plus loin. Tous les regards convergèrent vers l'entrée de l'allée. Odette, la mère d'Ambroise, se tenait là, le visage défait, les traits tirés par une fureur contenue qui ne demandait qu'à exploser. Elle portait une robe d'un vert émeraude criard, ironiquement assortie à l'objet de sa future diatribe. « Maman ? Qu'est-ce qui se passe ?» balbutia Ambroise, visiblement surpris et mal à l'aise. Odette s'avança d'un pas saccadé, fendant la foule des invités médusés. Ses yeux étaient fixés sur Catherine, brûlant de venin. Arrivée à sa hauteur, elle la toisa de haut en bas, un rictus méprisant aux lèvres. « Ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est que cette femme, elle pointa un doigt accusateur vers Catherine, cette femme est une voleuse. » Un murmure d'incrédulité parcourut l'assemblée. Catherine sentit le sang quitter son visage. « Une voleuse ? De quoi parlait-elle ? » « Elle m'a volé, » continua Odette, sa voix montant en puissance, savourant l'effet de ses paroles. « Ma bague. Ma bague en émeraude, l'héritage de ma grand-mère. Elle l'a prise. Je l'ai vue la regarder avec convoitise hier soir. »« Madame. »« Odette, je ne comprends pas, » articula péniblement Catherine, le cœur battant à se rompre. C'était un cauchemar. Un horrible malentendu. Ambroise, qui avait d'abord paru interloqué, se tourna vers Catherine, le visage soudain fermé, les mâchoires crispées. La surprise avait laissé place à une colère froide et effrayante. Catherine, sa voix claqua, tranchante. « Rends la bague à ma mère. » Immédiatement. « Mais... » « Ambroise, je n'ai rien pris. »« Je te le jure, » supplia Catherine, les larmes montant à ses yeux. Comment pouvait-il croire une chose pareille ? Lui, son Ambroise ? Ne mens pas, hurla-t-il, son expression se tordant de rage. La transformation était terrifiante. L'homme aimant avait disparu, remplacé par un étranger menaçant. Si tu ne la rends pas tout de suite, le mariage est annulé. Tu entends ? Annulé. Je n'ai pas sa bague, Ambroise. Je n'ai rien fait, cria Catherine, le désespoir la submergeant. Alors, l'impensable se produisit. Le geste qui briserait tout. D'un mouvement sec et brutal,
Ambroise lui décocha un coup de poing en plein visage. La douleur explosa, fulgurante, la projetant en arrière. Elle s'effondra sur le sol jonché de pétales de rose, le voile arraché, sa joue brûlante, le goût métallique du sang dans la bouche. Un cri d'horreur collectif s'éleva des invités. Le silence qui suivit fut plus assourdissant encore, rompu seulement par ses propres sanglots étranglés. À travers le brouillard de ses larmes et de la douleur, elle vit le chaos s'installer. Des murmures horrifiés, des gens se levant, Odette au centre de l'attention, triomphante et tragique à la fois. Quelqu'un son père, Chloé? Se précipita vers elle, tentant de l'aider à se relever. Mais c'était trop tard. Le voile était déchiré, le rêve piétiné, son cœur en miettes. Le mariage, leur futur, tout était anéanti par ce coup, par cette accusation monstrueuse. Allongée là, sur le sol froid, humiliée, brisée, Catherine comprit que son conte de fées venait de se transformer en la plus cruelle des tragédies. Le soleil du lendemain matin se fraya un chemin à travers les rideaux mal tirés de la chambre d'amis où Catherine avait trouvé refuge chez Chloé. Chaque rayon semblait une agression, une insulte à la nuit d'horreur qu'elle venait de vivre. Elle n'avait pas dormi, ou si peu, son esprit rejouant en boucle la scène effroyable, l'accusation d'Odette, le regard glacial d'Ambroise, la douleur fulgurante de son poing. Sa joue droite était un douloureux rappel tangible de la trahison, enflé et marbré d'un bleu violacé qui s'étalait jusque sous son œil. En se regardant dans le petit miroir de la coiffeuse, elle eut du mal à se reconnaître. Ce n'était pas seulement le visage tuméfié, c'était le vide dans ses yeux, l'ombre du désespoir qui avait éteint toute lueur. Chloé entra doucement, portant un plateau avec une tasse de thé fumant et une compresse froide. Elle n'avait pas quitté Catherine d'une semelle depuis la veille, la ramenant du domaine maudit, la veillant, silencieuse et solide comme un roc. Sans un mot, elle posa le plateau, prit délicatement la compresse et l'appliqua sur la joue de Catherine. Ce simple geste d'amitié, cette présence apaisante, était la seule chose qui empêchait Catherine de sombrer complètement. « Merci, Chloé », murmura Catherine, la voix rauque. « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. »« Tu n'as pas à le savoir, » répondit doucement Chloé en lui caressant les cheveux. « Je suis là. On va traverser ça. » Le téléphone portable de Catherine, abandonné sur la table de chevet, se mit soudain à vibrer, brisant la quiétude fragile. Le nom, Ambroise, s'afficha sur l'écran. Une vague de nausée submergea Catherine. Chloé la regarda, interrogatrice. D'un signe de tête, Catherine lui signifia de ne pas répondre. Mais l'appareil continua sa stridence insistante. Finalement, Chloé le prit. Oui. Elle écouta un instant, le visage impassible, puis tendit le téléphone à Catherine. C'est lui. Il insiste. Il a l'air bizarre. Catherine hésita, son cœur se serrant douloureusement. Que pouvait-il bien vouloir? Des excuses? Une nouvelle accusation? Tremblante, elle porta le téléphone à son oreille. Allô? La voix d'Ambroise était méconnaissable. Ce n'était plus le ton tranchant et furieux de la veille, mais un filet de voix brisée, presque un murmure, parcouru de tremblements. Catherine. C'est Ambroise. Il y eut une pause, comme s'il peinait à trouver ses mots. Maman. Maman a eu un grave malaise cette nuit. Une crise cardiaque, il pense. Elle est à l'hôpital, en soins intensifs. Catherine resta silencieuse, absorbant l'information sans pouvoir y réagir. Odette à l'hôpital. Avant de perdre connaissance, reprit-il, la voix encore plus faible, elle a dit quelque chose. À propos de la bague. Elle a dit qu'elle l'avait mise en sécurité elle-même. Quelque part, mais avec toute l'agitation, son état, elle ne se souvient plus où exactement. Un silence glacial s'installa. Catherine sentit un frisson la parcourir. Les mots d'Ambroise flottaient dans l'air, porteurs d'une ambiguïté terrible. Était-ce la vérité? Un début de rétractation forcée par la maladie? Ou une autre manipulation? Une infime, presque imperceptible, lueur d'espoir, l'espoir que son innocence soit enfin reconnue tenta de percer les ténèbres de son désespoir, mais elle fut aussitôt étouffée par le souvenir cuisant de la violence. Je suis tellement confus, Catherine, continua Ambroise, et pour la première fois,
Une nuance de ce qui pouvait ressembler à du remords perçait dans sa voix. Tout ça, c'est un cauchemar. Il faut qu'on se parle. Je peux venir te voir? S'il te plaît. L'image de son poing s'abattant sur elle revint avec une netteté insupportable. La douleur, l'humiliation. Non, Ambroise, répondit-elle, sa propre voix étonnamment ferme malgré le tumulte intérieur. Non. Je ne peux pas. Pas maintenant. Mais Catherine. J'ai besoin de temps, coupa-t-elle, avant de mettre fin à la communication, le cœur battant à tout rompre. Elle laissa tomber le téléphone comme s'il la brûlait. Chloé la regarda avec une profonde inquiétude. Qu'est-ce qu'il a dit? Catherine répéta, d'une voix neutre, les propos d'Ambroise concernant sa mère et la bague. Chloé fronça les sourcils. C'est bien commode, cette perte de mémoire soudaine. Tu le crois? Catherine secoua la tête, perdue. Je ne sais pas quoi croire. Elle se leva, arpentant la petite chambre, une main sur sa joue endolorie. Le doute, ce poison insidieux, commençait à s'infiltrer. Si Odette avait elle-même égaré la bague, pourquoi cette accusation si publique, si haineuse, si destructrice? Avait-elle voulu délibérément lui nuire au point de provoquer un tel scandale, quitte à se rétracter ensuite? Ou était-ce une affabulation d'Ambroise pour tenter de la récupérer? Et Ambroise? Comment avait-il pu la croire, elle, sa Catherine, capable d'un tel acte? Comment avait-il pu la juger, la condamner et la frapper avec une telle sauvagerie, sans même lui laisser le bénéfice du doute? Cet homme qu'elle avait aimé plus que tout au monde, dont elle avait cru connaître chaque facette de l'âme. La violence de sa réaction dépassait l'entendement. Une colère sourde commençait à gronder en elle, se mêlant à la douleur et à la confusion. Non, elle ne savait plus quoi croire. Mais une chose devenait claire, elle ne pouvait pas laisser les choses ainsi. Elle devait comprendre. Pour elle. Pour sa dignité bafouée. Les jours qui suivirent l'appel d'Ambroise s'étirèrent, lourds et gris, malgré le soutien indéfectible de Chloé. La meurtrissure sur la joue de Catherine s'estompait lentement, mais celle de son âme restait à vif. L'incertitude concernant les propos d'Odette et la véritable nature du malaise de cette dernière la rongeait. Pourtant, au milieu de ce chaos émotionnel, une nouvelle résolution commençait à germer, nourrie par un besoin viscéral de vérité. Elle ne pouvait plus rester passive, à subir. Il faut que je sache, Chloé, confia-t-elle un soir, sa voix plus assurée qu'elle ne l'avait été depuis le drame. Pas pour me venger, ni même pour Ambroise. Pour moi. Pour comprendre comment ma vie a pu basculer en un instant à cause d'un mensonge. Je dois comprendre Odette. Chloé hocha la tête, un éclair d'admiration dans le regard. Je comprends. Et je suis avec toi, quoi que tu décides de faire. Par où veux-tu commencer? Commencer. C'était la question. Comment percer la façade si soigneusement entretenue d'Odette? Les souvenirs de Catherine étaient flous, mais un nom lui revint, Monsieur Isidore Vellier. Un cousin éloigné du père d'Ambroise, un vieil homme discret et érudit qu'elle n'avait rencontré qu'une ou deux fois lors de réunions de famille. Ambroise en parlait peu, le décrivant comme un original, un peu en marge. Mais Catherine avait gardé le souvenir d'un regard pétillant d'intelligence et d'une douce ironie. Peut-être lui, qui connaissait la famille depuis si longtemps, pourrait-il l'éclairer. Après quelques hésitations, elle trouva son numéro et l'appela. Monsieur Vellier se montra immédiatement chaleureux et accepta de la rencontrer. Ils se donnèrent rendez-vous dans un petit salon de thé feutré du centre-ville. L'homme qui l'accueillit était exactement tel qu'elle se le rappelait, une silhouette frêle, des cheveux blancs en désordre savant, et des yeux vifs qui semblaient lire au plus profond de vous. « Catherine, ma chère enfant, dit-il d'une voix douce en lui prenant la main. Je suis sincèrement navré pour ce qui vous est arrivé. Une abomination. » Cette compassion simple et directe la toucha profondément. Elle lui expliqua, avec des mots choisis, sa quête de vérité, son besoin de comprendre la personnalité d'Odette. Monsieur Vellier écouta attentivement, hochant la tête de temps à autre. Odette, soupira-t-il finalement en remuant son thé. Une femme, complexe. Disons qu'elle a toujours eu un certain talent pour le drame et un amour immodéré pour les apparences. Son défunt mari, mon cousin, en a souvent fait les frais. Il y a eu, par le passé,
quelques, disons, malentendus financiers, des situations où sa version des faits différait singulièrement de la réalité. Rien de prouvé, bien sûr. Odette a toujours su retomber sur ses pieds. Il marqua une pause. Elle aime le faste, Catherine. Plus que ses moyens ne le lui permettent, j'en ai toujours eu l'impression. Ces quelques phrases, livrées sur un ton presque anodin, ouvraient des perspectives troublantes. Le vieil homme ne l'accabla pas de détails sordides, mais ses paroles étaient des graines de doute qui germaient rapidement dans l'esprit de Catherine. Avant de la quitter, il lui glissa, parfois, les réponses se cachent dans les endroits où l'on affiche le plus sa réussite. En rentrant chez elle, Catherine se sentait à la fois plus lourde et étrangement stimulée. Mais la noirceur de ses pensées, la laideur des secrets qu'elle commençait à soupçonner, lui pesait. Elle avait besoin d'air, de lumière, de quelque chose qui ait un sens. C'est alors qu'en passant devant un centre communautaire, son regard fut attiré par une affiche, le phare de l'espoir bénévole recherché pour accompagner les personnes victimes d'injustice. Une impulsion la poussa à entrer. L'accueil fut simple et chaleureux. On lui expliqua la mission du centre, offrir une écoute, un soutien moral, une aide administrative à ceux que la vie avait malmenés. Dès sa première permanence, affectée à la distribution de repas chauds et à l'écoute des nouveaux arrivants, Catherine sentit quelque chose s'apaiser en elle. Écouter les récits des autres, souvent bien plus tragiques que le sien, relativisait sa propre douleur sans la nier. Aider, même modestement, lui procurait un sentiment d'utilité, une petite flamme dans l'obscurité. C'était un baume inattendu, une parenthèse où elle n'était plus seulement la victime d'un mariage raté. Quelques jours plus tard, repensant aux mots de Monsieur Vellier sur le « faste » d'Odette, Catherine se souvint d'une boutique de luxe où Odette se vantait parfois de faire des achats, un endroit clairement au-dessus des moyens d'une retraitée. Poussée par une intuition, elle décida de passer devant, sans but précis. C'est alors qu'elle remarqua, dans une poubelle de recyclage destinée au papier, à moitié enfouie sous des prospectus, un courrier à en-tête d'une société de crédit bien connue, adressé à Odette à son domicile. Discrètement, elle le récupéra. Le cœur battant, elle attendit d'être seule pour l'ouvrir. Ce n'était pas une facture, mais une dernière mise en demeure pour une somme considérable, concernant un prêt à la consommation visiblement non remboursé depuis plusieurs mois. Des menaces de saisie y étaient clairement formulées. La piste des secrets venait de livrer son premier indice concret, et il était bien plus inquiétant qu'elle ne l'avait imaginé. La lettre de mise en demeure était la première pièce d'un puzzle macabre. Secouée, Catherine contacta de nouveau Monsieur Vellier, lui lisant le contenu du courrier. Un long silence suivit à l'autre bout du fil, puis le vieil homme soupira, « L'engrenage du jeu, ma pauvre enfant. Je le craignais. » Odette a toujours eu un faible pour les émotions fortes et l'argent facile. Elle fréquentait assidûment le cercle de l'Orchidée Noire, un établissement aux activités opaques. Si elle doit une telle somme, c'est que la situation est bien plus grave que je ne l'imaginais. Guidée par ces informations, et avec une discrétion de Sioux, Catherine se renseigna sur ce fameux cercle. Les informations qu'elle glana en ligne, corroborées par des témoignages anonymes sur des forums d'anciens joueurs, peignirent un tableau sordide, un lieu où les dettes s'accumulaient à une vitesse vertigineuse, brisant des vies. Elle comprit alors la machination diabolique d'Odette, acculée, elle avait vu dans le mariage de son fils une opportunité de se renflouer. L'accusation de vol, le scandale public, tout cela visait à faire pression sur Ambroise pour qu'il la dédommage pour la perte d'un bijou précieux, ou pire, qu'il force Catherine à avouer et à puiser dans ses économies pour la rembourser. La violence de la scène, la résistance inattendue de Catherine, puis le stress intense de son propre mensonge avaient sans doute provoqué son malaise. La vérité, dans toute sa laideur, éclatait enfin. Peu de temps après, Ambroise, la mine défaite, appela Catherine. Odette était rentrée de l'hôpital. Et, miracle des miracles, elle avait retrouvé la bague en émeraude. Elle était dans une vieille boîte à thé, au fond d'un placard, expliqua-t-il d'une voix lasse, sans conviction. Elle dit qu'elle l'Y avait mise pour la protéger et qu'elle avait complètement oublié. Catherine écouta sans mot dire. La ficelle était si grosse, si insultante. Le mal était fait, et cette découverte opportune ne changeait rien à la trahison. Ambroise insista pour la voir. Cette fois, Catherine accepta, non par espoir de réconciliation,
mais par besoin de clore ce chapitre, de lui dire ce qu'elle avait sur le cœur. Ils se retrouvèrent dans un café neutre, l'atmosphère lourde de non-dit. Ambroise avait vieilli de 10 ans. Ses yeux étaient cernés, son assurance habituelle envolée. Catherine, je sais pour maman, commença-t-il péniblement. Pas tout, peut-être, mais j'ai compris qu'elle vous a menti, qu'elle nous a manipulés. La bague, cette histoire de boîte à thé, je ne suis pas dupe. Et moi, j'ai été un monstre. Des larmes emplirent ses yeux. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'étais aveuglé par la fureur, par ces accusations. Chaque nuit, je revois ton visage, ce que je t'ai fait. Pardonne-moi, Catherine, je t'en supplie. Dis-moi que je peux me racheter. Il tendit une main tremblante vers elle. Catherine la regarda, puis leva les yeux vers lui, son regard empreint d'une tristesse infinie, mais aussi d'une nouvelle force. Tes excuses, Ambroise, je les entends. Je vois ta détresse. Mais elles ne suffisent pas, sa voix était calme, posée. Ce n'est pas seulement la bague, ni même les mensonges de ta mère. C'est toi, c'est nous, que tu as brisé ce jour-là. Tu m'as frappé, Ambroise. Tu as cru ta mère avant même de m'écouter. Tu as piétiné notre amour, notre confiance. Ça ne se répare pas avec des excuses. Le désespoir qui submergea Ambroise était palpable, mais Catherine tint bon, fidèle à la douleur qu'il lui avait infligée. Elle se leva. Adieu, Ambroise. Quitter ce café fut comme déposer un fardeau immense. La vérité, bien que terrible, l'avait d'une certaine manière libérée. Elle intensifia son engagement au phare de l'espoir. Aider les autres était devenu son ancrage, sa manière de redonner un sens à ce chaos. Elle prenait plus de responsabilités, s'impliquait dans l'organisation d'ateliers, passait des heures à écouter, à conseiller. Sa résilience et son empathie naturelle étaient précieuses. C'est au cours d'une réunion de suivi pour un cas particulièrement difficile, une jeune femme victime de harcèlement moral au travail, qu'elle se rapprocha de Rémi, l'avocat bénévole. Il était calme, attentif, et son analyse juridique était toujours d'une clarté et d'une humanité remarquables. Ils restèrent après la réunion pour discuter du dossier, cherchant ensemble la meilleure stratégie. Ce que vous faites ici, Catherine, c'est admirable, lui dit Rémi d'une voix douce en rangeant ses dossiers. Vous avez un vrai don pour apaiser les gens, pour leur redonner courage. Catherine sentit une chaleur monter à ses joues. J'essaie juste d'aider. Ce centre m'a beaucoup apporté aussi. Un sourire sincère illumina le visage de Rémi. La justice et la compassion devraient toujours aller de pair. C'est bon de rencontrer des gens qui le pensent aussi. Leurs regards se croisèrent un instant, chargés d'une compréhension mutuelle, d'un respect naissant. Une petite graine venait d'être plantée, promesse d'une connexion bien différente de tout ce que Catherine avait connu. Les saisons avaient tourné, emportant avec elles les derniers stigmates visibles du mariage avorté. Catherine, elle, s'était épanouie. Le phare de l'espoir n'était plus seulement un refuge ou un exutoire, c'était devenu le cœur battant de sa nouvelle vie. Elle y avait développé une acuité et une compassion qui forçaient l'admiration, prenant en charge des dossiers complexes, animant des groupes de parole, et trouvant une satisfaction profonde à voir des vies se reconstruire, un peu comme la sienne. Sa propre résilience était une source d'inspiration silencieuse pour beaucoup. La douleur d'antan s'était muée en une force tranquille, une compréhension plus profonde de la fragilité et de la beauté de l'existence. Des nouvelles d'Ambroise lui parvenaient parfois, distillées avec prudence par Chloé. Il avait entrepris une thérapie comportementale intensive, vendu son appartement luxueux pour un logement plus modeste, et semblait sincèrement engagé dans un processus de remise en question. Il ne cherchait aucun contact, respectant la distance que Catherine avait instaurée, mais il avait fait un don anonyme conséquent au phare de l'espoir, un geste que Catherine avait deviné sans qu'on le lui confirme. Quant à Odette, la vérité sur ses manigances et ses dettes s'était répandue comme une traînée de poudre dans leur ancien cercle social. Les invitations s'étaient taries, les amitiés autrefois si démonstratives s'étaient évaporées, la laissant face à un isolement pesant, juste retour de ses manipulations. Parallèlement, la relation de Catherine avec Rémi s'était approfondie, naturellement, sans heurts. Leur collaboration au centre était devenue plus fréquente, leurs conversations plus personnelles. Ils partageaient un humour discret, une même indignation face à l'injustice,
et un respect mutuel qui se colorait d'une tendresse grandissante. Un soir, après une journée particulièrement éprouvante où ils avaient réussi ensemble à obtenir une mesure de protection pour une mère et ses enfants, ils s'étaient attardés au bureau, partageant une pizza froide et un silence complice. « Tu sais, Catherine, » avait dit Rémi en la regardant avec une douceur nouvelle, « ta force tranquille m'impressionne chaque jour un peu plus. Tu as cette capacité à transformer le plomb en or. » Elle avait rougi légèrement. « C'est plutôt toi, l'alchimiste, avec tes plaidoiries. Mais j'apprends. Et j'apprends beaucoup à tes côtés. » Leurs mains s'étaient frôlées en attrapant une part de pizza, un contact anodin qui envoya une décharge électrique inattendue à Catherine. C'était simple, évident, et si différent de la passion tourmentée qu'elle avait connue avec Ambroise. C'était une promesse de paix, d'un partenariat basé sur l'admiration et une affection sincère. La question d'un avenir avec Ambroise, malgré ses efforts apparents, lui paraissait de plus en plus théorique, presque absurde face à la sérénité que lui inspirait la présence de Rémi. Pouvait-on réellement effacer une telle violence, une telle trahison? Le pardon était une chose, la reconstruction d'une confiance anéantie en était une autre. Un après-midi d'automne, alors que les feuilles dorées tapissaient les allées du parc, Catherine rendit visite à Monsieur Vellier. Elle aimait ces moments passés avec le vieil homme, sa sagesse teintée d'humour et sa connaissance encyclopédique des choses de la vie. Elle lui racontait ses petites victoires au phare de l'espoir, les progrès de sa reconstruction. Ce jour-là, Monsieur Vellier avait un air plus grave que d'habitude. Après qu'elle eut fini de lui parler, il la fixa longuement, ses yeux vifs brillant d'une lumière étrange. « Catherine, ma chère enfant, » commença-t-il d'une voix posée. « Votre force et votre droiture m'ont convaincu qu'il était temps pour vous de connaître toute la vérité. Une vérité encore plus sombre que celle que vous avez découverte concernant Odette et ses dettes. Elle concerne cette fameuse bague en émeraude. » Catherine sentit un frisson la parcourir. « Voyez-vous, » poursuivit Monsieur Vellier, « cette bague n'a jamais véritablement appartenu à Odette. Elle ne l'a pas héritée de sa grand-mère, comme elle l'a toujours prétendu. La réalité est bien plus cruelle. » Il marqua une pause, comme pour rassembler ses forces. « Cette bague appartenait à ma propre sœur, Hélène. Odette, dans sa jeunesse, était sa confidente, son amie la plus proche. Et elle l'a spoliée. Par ruse, par manipulation, elle a réussi à s'approprier ce bijou, qui était un cadeau de fiançailles de mon beau-frère, peu avant qu'il ne décède tragiquement. Hélène en a eu le cœur brisé, non pas tant pour la valeur matérielle de la bague, mais pour la trahison abjecte de celle qu'elle considérait comme une sœur. Elle n'a jamais pu le prouver, Odette ayant été diaboliquement habile. Mais moi, je sais la vérité. » Le souffle coupé, Catherine écoutait le récit du vieil homme. L'émeraude, source de tant de malheur, portait en elle une histoire de spoliation, une injustice bien plus ancienne et profonde. La cupidité d'Odette prenait une dimension encore plus monstrueuse. Cette révélation ouvrait une nouvelle blessure, mais aussi, paradoxalement, une nouvelle voie. La justice, peut-être, n'avait pas dit son dernier mot. La révélation de Monsieur Vellier avait agi sur Catherine comme un électrochoc, ravivant en elle une flamme de justice qui dépassait sa propre histoire. L'émeraude n'était pas seulement l'instrument de sa déchéance passagère, elle était le symbole d'une trahison bien plus ancienne. Avant toute chose, cependant, elle sentait le besoin de clore définitivement le chapitre Ambroise, non pour lui, mais pour elle-même. Elle lui écrivit une lettre, longue et mûrement réfléchie. Elle y reconnaissait les efforts qu'il semblait déployer pour changer, lui souhaitait sincèrement de trouver la paix, et lui accordait le pardon qu'il avait tant imploré, un pardon libérateur pour elle avant tout. Mais elle y réitérait aussi, avec une clarté douce et inflexible, que leur chemin commun était terminé. Elle postait cette lettre comme on largue les dernières amarres, le cœur léger, tourné vers l'avenir. Avec Rémi, désormais son partenaire de cœur et d'esprit, elle se lança dans une quête discrète mais déterminée pour honorer la mémoire d'Hélène Vellier. Guidée par les souvenirs et les quelques documents précieusement conservés par Isidore de vieilles photographies, un journal intime d'Hélène où transparaissait son amitié aveugle pour une jeune Odette manipulatrice, ils commencèrent à reconstituer le puzzle. Rémi, avec sa rigueur juridique et son flair d'enquêteur, explora les archives notariales, tandis que Catherine, usant de son empathie, retrouva la trace d'une ancienne employée de maison de la famille Vellier, une femme très âgée dont le témoignage, recueilli avec soin, s'avéra crucial.
Elle se souvenait parfaitement de la détresse d'Hélène après la disparition de la bague et des manœuvres d'Odette pour se l'approprier, évoquant même une lettre où Odette suppliait Hélène de lui prêter la bague pour une soirée, une lettre qu'Hélène, dans son désespoir, avait peut-être conservée. Après des semaines de recherches minutieuses dans les affaires d'Hélène, que M. Vellier avait gardées intactes, ils la trouvèrent enfin, cette lettre jaunie, cachée au fond d'une boîte à bijoux vide. C'était la preuve accablante de la préméditation et de la duplicité d'Odette. Fort de ces éléments, M. Vellier, accompagné de Catherine et Rémy, choisit non pas un éclat public, mais une confrontation privée avec Odette. Dans le salon bourgeois où elle se morfondait dans un luxe désormais terni par le scandale de ses dettes, la vieille femme vit son passé la rattraper. Face aux preuves irréfutables, à la lettre exhumée, son arrogance habituelle s'effrita, laissant place à une panique abjecte. Elle tenta de nier, puis de minimiser, mais la vérité était trop écrasante. Acculée, vaincue, elle finit par avouer la spoliation, dans un flot de justifications pathétiques. La bague en émeraude, qu'elle portait encore parfois comme un trophée maudit, fut remise à M. Vellier. Il la tint un instant, le regard embué, pensant à sa sœur Hélène. La déchéance d'Odette fut totale. La nouvelle de cette ultime infamie, la spoliation d'une amie défunte, acheva de la discréditer aux yeux des rares personnes qui lui témoignaient encore une pitié distante. Elle finit ses jours dans une solitude amère, hantée par les fantômes de ses mensonges. Quant à la bague, les héritiers d'Hélène, M. Vellier et quelques cousins éloignés, prirent une décision unanime et symbolique. Le bijou, entaché par tant de cupidité, fut mis aux enchères. La somme récoltée, considérable, fut intégralement versée à l'œuvre du « Phare de l'Espoir », permettant d'agrandir le centre et de pérenniser ses actions. Ainsi, l'émeraude, après avoir semé le malheur, devenait une source de réconfort et d'espoir pour d'innombrables victimes d'injustice. Catherine, en assistant à la cérémonie de donation, sentit une boucle se boucler, une paix profonde l'envahir. La justice avait été rendue, d'une manière qui transcendait la vengeance pour atteindre la réparation. Quelques années plus tard, le soleil de printemps illuminait le jardin fleuri d'une petite maison de campagne où riaient des enfants. Catherine, épanouie, le regard pétillant de bonheur, surveillait leur jeu, une main posée sur son ventre arrondi. Rémy la rejoignit, l'enlaçant tendrement par la taille. Leur amour, construit sur le respect, la confiance et des valeurs partagées, était un havre de paix et de joie. Catherine était devenue une figure centrale du « Phare de l'Espoir », son expérience et sa sagesse guidant de nouvelles générations de bénévoles. Elle avait transformé chaque cicatrice en une étoile, chaque épreuve en une leçon de vie. Son histoire, autrefois celle d'un mariage brisé et d'une humiliation publique, était désormais celle d'une résilience extraordinaire, d'une quête de vérité acharnée et d'un amour trouvé dans la lumière après l'obscurité. Elle avait réécrit son avenir, et il était infiniment plus beau et plus riche que tout ce qu'elle avait osé rêver. Elle était l'incarnation même de la Super Asao, la preuve vivante que même après la plus terrible des tempêtes, le soleil finit toujours par briller à nouveau, plus fort et plus clair. L'histoire de Catherine nous confronte à une réalité, le cœur humain, capable d'amour, l'est aussi de cruauté. La trahison d'un être cher ne fait pas que blesser, elle fracasse notre univers, nos certitudes, nous laissant face à un reflet étranger, plein de douleur. Les questions « Pourquoi moi ? Comment ?» tourbillonnent, pouvant nous enfermer dans la culpabilité, alors que nous sommes victimes. La première étape ardue est de s'autoriser la douleur dans toute son intensité. Ne la fuyez pas. Votre peine est légitime, cri de l'âme face à l'inacceptable. Permettez aux larmes, à la colère de s'exprimer non pour consumer, mais pour nettoyer. Il faut parfois traverser la nuit noire pour revoir la lumière. Ensuite vient le besoin de vérité, de comprendre les mécanismes du désastre. Non pour excuser l'offense, car la violence est inexcusable. Mais comprendre, c'est commencer à se détacher, à voir l'autre dans sa propre misère, ses failles. Cette quête de vérité est un acte de reconquête de soi, refusant de rester dans le mensonge. C'est affirmer que votre intégrité bafouée mérite d'être restaurée. Souvenez-vous ardemment, votre valeur intrinsèque n'est jamais définie par le mal infligé. Les actes d'autrui ne diminuent pas qui vous êtes. Reconstruire l'estime de soi est un travail patient. C'est se regarder avec douceur, reconnaître ses forces,
celles qui permettent de survivre au pire. Chaque choix pour votre bien-être comme Catherine en quêtant, ou s'investissant au phare de l'espoir, est une pierre ajoutée à votre nouvelle identité, plus forte car consciente de sa capacité à surmonter. Et le pardon. Quel chemin comprenez que le pardon véritable n'est ni faiblesse, ni obligation. Il n'implique pas la réconciliation, surtout si la confiance est anéantie. Le pardon, thérapeutique, est un lâcher-prise. C'est décider de ne plus porter le fardeau de la rancœur, car il vous empoisonne. C'est un acte de libération intérieure, un cadeau à soi pour retrouver la paix. Catherine a pardonné, non pour renouer un lien brisé, mais pour se libérer et tracer sa route, apaisée. Trouver un sens nouveau, quand l'ancien est pulvérisé, est une autre clé. Pour Catherine, ce fut l'altruisme. En aidant d'autres victimes, elle a transcendé sa souffrance, lui donnant une dimension constructive. Se sentir utile, voir son expérience éclairer autrui, est une source de guérison puissante. Quelle cause vous appelle? Quelle petite action pourriez-vous poser pour apporter de la lumière? Apprendre à faire confiance à nouveau est un défi. Cela commence par se faire confiance à soi, à son intuition. Et oui, l'amour sain, respectueux, celui qui élève, peut exister après la désillusion. La rencontre de Catherine avec Rémi le rappelle. Un tel amour ne se précipite pas, il se bâtit sur le respect, les valeurs partagées, l'admiration pour la résilience. Il arrive souvent quand on a fait la paix avec soi. Vos cicatrices ne sont pas des marques de honte. Elles témoignent de vos batailles. Pensez à l'art du kintsugi, les poteries brisées réparées avec de l'or, soulignant les fractures, les rendant précieuses. Vos épreuves peuvent devenir les lignes d'or de votre âme, vous conférant sagesse et compassion. Alors, vous qui écoutez, vous qui portez vos fardeaux, n'oubliez jamais l'incroyable capacité de transformation en vous. Permettez-vous de rêver, construire, aimer à nouveau. Votre histoire est en écriture, vous en êtes l'auteur. Chaque lever de soleil est une invitation à tourner la page, tracer de nouvelles voies, choisir la joie. La résilience n'est pas l'absence de blessures, mais la décision de ne pas les laisser définir votre destination. Embrassez votre force, chérissez votre parcours, avancez avec confiance vers l'avenir lumineux que vous méritez.